Salut à toutes, salut à tous, bienvenue de retour sur le Facebook Live et dans la Trick Track Télé. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler de l'effet de gamme. Dans une première partie, nous avons discuté avec des éditeurs, avec des distributeurs, en l'occurrence Lumberjacks et BlackRock. Nous sommes de retour pour parler de l'aspect plus créatif de la chose et nous accueillons pour cela des auteurs, des illustrateurs, enfin bref, des créatifs. Merci à vous, messieurs, d'être ici aujourd'hui. Merci Bruno, ça va bien ? Ça va. Merci Théo. Ça va bien aussi ? Ça va. Toujours merci de nous inviter. Mais avec plaisir. Et merci Olivier. Ça va bien ? Ça va bien. Je vous présente donc Guillaume. Mathilde. Oh mais quel duo incroyable. Ah non, mais c'est depuis qu'on a fait de l'improvisation ensemble, on est au On est top. capable de tout, presque. Donc dans un premier temps, on a parlé un petit peu des différentes contraintes autour de l'édition de l'effet de gamme en fait. À quel point est-ce que ça joue potentiellement sur la communication qui peut être faite autour d'un jeu. Et là, pour débuter, la question c'est un peu, est-ce qu'il y a des contraintes similaires dans le côté créatif ? Est-ce que quand tu sais que tu vas travailler sur un jeu qui va être intégré au sein d'une gamme, tu te dis il faut que j'oriente mon travail de création d'une certaine façon, ou bien est-ce que ça se passe plutôt dans l'autre sens et tu es libre dans ta création, tu vas voir ensuite et tu te dis ah ça correspondrait bien à cette gamme-là. Eh bien, ça dépend. Voilà, Merci. Et ça dépend, comme disait l'autre, ça dépasse. Donc ça dépend. Ce que je veux dire, ça dépend de la gamme. Typiquement sur cette gamme-là, la gamme dont on parle, on n'a eu aucune contrainte. Puisque, en fait, l'éditeur avait l'idée d'une gamme, et il s'avère que sur le premier jeu, on est venu nous chercher pour rentrer dans cette gamme, donc on n'a pas eu de contrainte créative à ce niveau-là, puisque le jeu était préempté par l'éditeur pour rentrer dans la gamme. Et c'est un jeu déjà existant, donc voilà. Même pour le retravail, est-ce que je te coupe, même pour le retravail que vous avez fait? Non, parce que le retravail, il aurait été fait dans ce sens-là, de toute façon, quelle que soit la volonté, enfin, quelle que soit la gamme. Et le deuxième jeu qui concerne Théo et moi, qui est ici, qui sera le quatrième de la gamme, en fait. C'est Marshmallow. C'est ça. On l'a présenté à cet éditeur-là, mais sans forcément avoir l'idée que ça serait cette gamme-là. On l'a présenté et lui, ça a correspondu à l'idée qui se faisait de cette gamme-là, donc il l'a intégré dans la gamme. Donc au niveau créatif, si tu veux, pour nous, sur cette gamme-là, on n'a pas eu de contraintes particulières. On n'a pas fait rentrer aux chausse-pieds pour que ça rentre dans la gamme. Absolument pas. Et ce, pour une bonne raison, je pense, c'est que cette gamme-là, en fait, son point commun, c'est quoi ? Son point commun, c'est d'avoir des jeux qui rentrent sur un côté très familial, qui sont relativement rapides à jouer, etc., etc. Mais en fait, le panel est très large. Et donc, du coup, il faut que le format, en termes de coût et de cible de joueurs et de durée de jeu, correspondent. Mais en dehors de ça, c'est tout. Et donc, du coup, en fait, puis sans doute une question, il faut que ce soit fun, il faut mais ça, voilà. Mais ça, c'est pour le jeu, quoi. Ça, c'est pour le jeu. C'est pour le jeu. Donc, nous, on a été très, très libres par rapport à ça. Je pense qu'il y a sans doute plus de contraintes au niveau illustration. Ouais, pour ma partie, il y a un peu plus de contraintes. Alors toi, Olivier, tu as travaillé sur des illustrations de quel jeu ? Alors moi, en fait, je travaillais sur les logos, en fait, au niveau des facings, des packaging. Parce que du coup, oui, il y a alors c'est une particularité de la gamme Coffee Break. L'illustration pur jus illustrateur, en fait, est presque derrière. Alors, on est sur du work in progress pour les deux derniers, bien sûr, mais c'est voulu. Il y a vraiment Et le logo, par contre, c'est toi qui l'as retravaillé, mais avec les illustrations des illustrateurs. L'idée, en fait, c'était de créer une gamme complète, donc avec des facings où on a des logos, où on retrouve l'univers. Alors, c'est un peu, on va dire, c'est un logo un peu particulier dans le sens où on a une partie logo et puis une partie illustration de l'univers. Voilà. Donc, du coup, on a essayé vraiment de créer un effet de gamme. Après, les deux derniers, là, ils sont en prototypage. Donc, tu travailles dessus aussi pour les logos. Ouais, sur le dernier, sur Marshmallow, je fais même les illustrations des cartes. D'accord, c'est toi qui... Du coup, là, c'est un travail complet sur tout le packaging. Ça veut dire que quand tu reprends les illustrations des autres parce qu'on veut faire un effet gamme, là, contrairement à ce que disaient Bruno et Théo avaient l'air d'acquiescer, c'est une contrainte de travail pour que ça rentre dans la gamme. Tout à fait, pour rester dans le même univers et puis aussi amener un petit côté histoire, quoi, que, par exemple pour Gold River, qu'on sente bien que c'est le côté western. Voilà, il y a plein d'éléments justement qui rappellent ça, la dynamite, les petits chariots, les petites pépites d'or. Voilà, c'est comme le Monster Café. On retrouve des tentacules pour le côté monstre. Voilà, on va retrouver la tasse à café et puis le côté végétation.
parce Mais que- avec, ça veut dire, est-ce que toi, tu as pensé en disant, je vais faire une composition que je vais pouvoir retrouver sur chacune des boîtes, Oui, voilà, etc., c'était exactement l'idée. C'est-à-dire que là, sur le Magic Rabbit, c'est pareil, on va retrouver une petite valise ouverte avec des éléments qu'il y a dans le jeu, en fait. D'accord, merci Voilà. Bruno. Plutôt que d'avoir, c'est vrai qu'en général, sur les jeux, on va avoir un logo avec plus une typo qui va être travaillée, soit en matière, soit en volume. Là, on a en plus un univers qui vient autour. D'accord. Voilà. Tu voulais, Mathilde, Non, pardon vas-y, Excuse-moi, vas-y. je repartais sur les auteurs. Sur le côté créatif, ok, on l'a compris. Là, pour le coup, c'est un peu particulier. C'était signé avant et le jeu était fait pour construire la gamme. Est-ce que ça ne veut pas dire, sans dévoiler de secret ni rien, j'en sais fichtre rien, mais que maintenant que vous connaissez la gamme, que vous savez ce qu'elle contient, ce qu'elle peut contenir, quelle est sa cible, etc., que vous n'allez pas... Et c'est pas négatif, hein, ma question, c'est... Non. Là, tout d'un coup, mon cerveau, il va se mettre à marcher en disant « Oh, mais attends, si avec ça et ça et ça, mais ça rentre pile poil dedans. » Et là, du coup, c'est le contraire. Je l'ai fait pour que ça rentre dedans. Pas au chausse-pied non plus. Je ne l'ai pas non plus fait exprès. Dans le sens « Oh, je vais profiter de la gamme et je vais me mettre dedans. » Non, mais tu peux. Enfin, je vais laisser Théo parler aussi, mais tu peux aussi avoir envie, en tant qu'auteur, de rentrer dans une gamme parce que cette gamme te plaît, etc. Donc après, tu peux bien aussi. En fait, je sais pas comment toi tu fonctionnes, mais moi, les jeux sur lesquels je travaille, je fonctionne jamais en amont en me disant j'ai envie de faire ça. Je fais le jeu que j'ai envie de faire à un moment T. Et une fois que ce jeu me plaît, je me dis à qui je peux le présenter. Et quand il y a des éditeurs qui ont travaillé en créant des gammes, ben, c'est très confortable pour un auteur parce que tu te dis ah ben voilà, là ça, ce que je viens de faire, ça pourrait rentrer là-dedans. Parce que du coup tu identifies quelle est la signature de l'éditeur, qu'est-ce qu'il a envie de faire et tout ça, et ça te permet de proposer ce que tu viens de faire, que tu n'as pas fait spécifiquement pour ça, mais ça te permet de le présenter à un endroit où c'est probablement pertinent. Ouais. Tu vois, donc voilà. Enfin, tu fonctionnes comment toi? Moi, je peux réfléchir Ouais. à l'inverse. Pour le coup, là, j'ai en tête Helvétique, qui a cette petite gamme dans laquelle il y a Bandido, Karuba, pas Oui. Karuba d'ailleurs, Kariba. Les jeux de Florian Faye dernièrement, Misty, Ouais, tout Misty. ça. Et en fait, j'aime beaucoup Bandido. J'aime pas mal les autres, mais Bandido m'a vraiment marqué comme étant wow, c'est chouette, c'est un petit jeu avec des cartes, et j'aime bien cette gamme. Et donc, je vais pas me dire ah, je vais structurer ma pensée en me disant je vais essayer d'aller dans cette gamme, mais dès que j'ai un truc qui peut un peu rentrer dedans, je vais réfléchir. Et là, j'ai un proto que je leur ai envoyé il y a pas longtemps, je sais pas s'ils vont le faire, on est vraiment au tout début. Mais je me suis amusé à faire mon proto avec le même format de cartes, en réfléchissant leur nombre de cartes qu'il y a dans les boîtes, en me disant bah faut pas que je dépasse un certain truc. Et aussi, les gammes permettent un espèce de confort où je te rejoins aussi sur bah, je sais aussi ce que l'éditeur ne va pas accepter. Typiquement, si demain quelqu'un revient voir Lumberjack avec un petit jeu d'enchères un peu malin à la Gold River, bah, ça va être c'est plus à la Gold difficile de River, le faire c'est parce plus que difficile. bah, y a déjà Gold River dans la gamme. D'accord. Et donc bah, une gamme elle va généralement s'inscrire sur des points communs, mais là le point commun tu l'as assez bien résumé. C'est hein. public. Hein. C'est Ouais. des petits jeux Fun. accessibles, sympathiques. C'est ça. Wow, on peut en faire plein des très très différents. Mm. Par contre, si quelqu'un revient avec un jeu coopératif en temps réel comme Magic Rabbit, bah, ça va faire bizarre dans la gamme parce que les deux vont être directement en compétition. C'est ça. Donc ça permet aussi des fois d'exclure des éditeurs ou des gammes en se disant ah bah ça rentrera pas chez eux donc je vais pas leur proposer. Là, typiquement, on est en train de discuter avec Lumberjack d'un autre jeu qui feront peut-être ou pas. Sans dévoiler de quel jeu il s'agit, Nico, parce que c'est beaucoup trop tôt, on en est au stade du proto et puis pour l'instant il n'y a rien de signé, mais typiquement l'intérêt que l'éditeur a pour l'instant pour ce prototype, c'est que ça ne ressemble à aucun des 4 autres jeux qui sont déjà présents. Et donc du coup tu apportes une facette différente dans la gamme, etc. Ça peut être... En tant qu'auteur, je trouve aussi très confortable d'avoir des éditeurs, et je pense au niveau du public c'est vrai, où tu peux identifier qu'est-ce qu'ils font. À fond. Il n'y a rien de pire, pour moi, hein, qu'un éditeur qui a fait ça, puis ça, puis ça, puis ça. Puis du coup, toi, quand tu veux proposer quelque chose, tu te dis, ben, je sais pas ce qu'il cherche en fait. Ce qu'on appelle la ligne éditoriale. Exactement. Donc une ligne éditoriale claire, pour moi, je pense que c'est un atout. Et d'autant plus dans la profusion de jeux qu'on a aujourd'hui, je pense qu'un éditeur qui se positionne en ayant une ligne éditoriale claire, en fait, il a tout à gagner parce qu'en fait, le public le suit en fait. Clairement. Et il sait clairement à quoi s'attendre ou à quoi ne pas s'attendre. Il sait si ça lui correspond ou si ça lui correspond pas. Et en fait, ça va le rassurer dans son acte d'achat. Ça va rassurer avant tout
le consommateur, mais avant tout, ça va rassurer la boutique aussi, qui sait que là, peut-être ça va marcher. Enfin, tu vois, je veux dire, cela marche, donc il y en a un 5e qui arrive, tu te dis, je le prends. Et c'est pas, non, je vais pas le prendre. Enfin, tu vois, c'est comme une gamme plus en fait, c'est-à-dire que Super. c'est l'ensemble de ce que fait l'éditeur qui s'inscrit Finalement, dans la gamme la éditoriale. ligne éditoriale, c'est la gamme de l'éditeur. Voilà. Donc, du coup, disons que la gamme est un outil pour un éditeur d'avoir une ligne éditoriale claire. Et un éditeur pourrait tout à fait avoir plusieurs gammes différentes. Tout à fait. Alors, je me pose 2 questions. Du coup, à vous entendre, mais je reviendrai après sur l'illustration et sur le fait qu'il doit y avoir quand même de la différence aussi là derrière, en termes de créativité et donc de contraintes. On a bien compris avec ce qu'a dit Théo qu'une contrainte, c'est tout autant un challenge créatif, parce que j'en ai envie, que comme l'a dit Bruno, j'ai quelque chose, ça n'a pas été prévu pour, mais ça rentre bien, je le propose. Donc il y a les 2 aspects, très bien. Mais à ce moment-là, pourquoi est-ce que tous les jeux, donc tous les éditeurs ne devraient pas avoir des gammes? Comme ça serait clairement identifié, chacun trouve son petit format. Il y en a beaucoup qui en ont. Hein. Des fois moins marqués On peut avoir. Il y a des fois, typiquement, ce que fait Mathieu Despnous avec Cocktail Games. Exactement. Il a plusieurs gammes en termes de format de boîte, que ce soit la boîte métal classique ou le format profiler un peu plus long. Ouais. Mais ça reste dans un même univers de jeu cohérent. Ouais. Et même s'il avait 5 formats de boîte, il aurait une ligne éditoriale et une espèce de gamme c'est ça qui fait ce que tu appelais la gamme plus là un peu. Là, c'est très clair que je vois un jeu Cocktail Game, que ce soit une boîte comme ça ou même un nouveau format. C'est ça. Par défaut, je me projette sur le fait que ça va être un party game, une expérience de jeu de cette académie. Prends l'exemple des boîtes métal aussi de Bombix. Oui. L'effet de gamme, il existe, et puis voilà, donc là, ça existe tout à fait, etc. On peut même parler d'éditeurs qui font qu'un jeu par an, globalement, un nouveau jeu par an, mais je pense que la gamme de Days of Wonder, des boîtes carrées, etc., elle est relativement identifiable. Clairement. Toi, donc il y a quand même beaucoup d'éditeurs qui fonctionnent comme ça. Et après, c'est pas la vérité absolue, on a le droit de faire d'autres choses et tout ça, mais quand ça existe, en tout cas, je pense que c'est intéressant. C'est un plus. Ouais. Du coup, avant de revenir sur la dernière petite chose qui me restait dans la tête, Olivier, côté illustration, plus ça va aller, est-ce que ça va pas être de plus en plus difficile de se renouveler tout en restant cohérent, Enfin, je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu fais, laisse tomber, quoi. Oui, je comprends ta question. En fait, moi, c'est vrai qu'au départ, quand on vient me voir avec un projet, je regarde si je m'inscris dedans dans l'état d'esprit. Et en fait, avec Antoine, c'est vrai que il y avait vraiment des univers qui me parlaient, dans le sens où j'ai vu l'univers western, les monstres, la magie, et le côté très décalé de Marshmallow. Ça correspondait bien à mon état d'esprit. Voilà. Et puis après, je sais aussi que moi, dans mon style, je suis plutôt tout public, donc avec des choses assez rigolotes, assez rondes, assez colorées. Je fais jamais de trucs très réalistes ou sombres. Quand on me propose des projets comme ça, je dis c'est pas du tout mon univers. Donc déjà, la plupart du temps, même tout le temps, je suis cohérent par rapport à ce que moi j'aime faire et ce que je fais. D'accord. Donc je suis vraiment, je vais pas, on va dire, essayer. Te forcer. Je vais pas essayer de rentrer dans un cadre qui est pas le mien, parce que c'est le meilleur moyen que ça fasse craquer le cadre. Oui, que voilà. ça fasse craquer toi. Donc du coup, après, c'est vrai que dans ce cadre, parce que il y avait quand même l'idée d'une gamme, il y avait des jeux qui existaient, des univers qui existaient. Après, on va dire que dans des formats aussi, puisqu'il y a une volonté de faire un format petit, coloré. Il y a aussi le fait d'avoir un logo en facing et derrière l'illustration, donc c'est un peu plus original. Du coup, tout ça, ça crée un cadre. Mais dans ce cadre, j'ai une liberté, puisque du coup, j'ai pu vraiment ajouter des éléments en plus qui n'étaient pas forcément dans le jeu, mais qui restent dans l'univers. C'est-à-dire que, par exemple, les petits chariots avec les pépites d'or et tout, ça existait dans le jeu. Moi, j'ai rajouté la dynamite, la petite éolienne, le cactus. C'est des éléments que moi, j'ai apportés pour, on va dire, raconter une histoire. Parce qu'en fait, sur ce facing, c'est vrai que si on met juste une typo Gold River, ça va être très épuré. Ouais, ça risquait de donner un côté peut-être un peu plus élitiste à la gamme de jeux. Et là, on a voulu faire quelque chose de très ludique, en fait, où vraiment on retrouve l'univers. Donc c'est vrai que sur les suivants, c'est pareil. Sur le côté Magic Rabbit, on va retrouver le chapeau, mais j'ai été chercher aussi la baguette de magicien, le petit nœud papillon. C'est le fait d'aller chercher des éléments
qui De la correspondent à culture l'univers. commune. Voilà, Et qui parle. voilà, D'accord. Donc ça, c'est en termes de création. tout à fait. Mathilde, juste avant de te reparler, je regarde ma dernière petite question. Vas-y, Est-ce que, dans l'autre sens, malgré tout, tu fais un jeu, l'auteur a un coup de cœur, l'éditeur, excuse-moi, l'éditeur a un coup de cœur, mais je ne sais pas comment vous le dire, il y a 2 ou 3 trucs, ça rappe un peu pour rentrer dans la boîte. Non, moi, j'y vais pas. Toi, tu vas pas? Non. T'essayes même pas de dire, attends, Non, il y a peut-être moi, façon de le changer, de truc mus. Ça dépend. Je suis toujours, quand Oui, on t'es a pas envie, fermé à la discussion. une discussion entre un auteur et un éditeur, c'est de trouver un terrain d'entente pour faire quelque chose qui nous fait envie les deux, Ouais. si tu veux. Mais si c'est bouger les mécaniques pour que le jeu soit un peu plus familial ou un peu plus, etc., ça c'est mon job et je sais le faire. Et si ça correspond à mes envies, j'ai aucun problème à le faire. D'accord. S'il s'agit de la charte graphique, etc., bon, là, de toute façon, ça, c'est la chasse gardée, enfin, même si on peut en discuter de l'éditeur. Donc voilà, de toute façon, en général, moi, je présente pas mes jeux à des éditeurs dont j'aime pas la façon de travailler graphiquement. Je dis pas que ce qu'ils font, c'est mal. Je dis que moi, ça me correspond pas. Donc je préfère ne pas présenter mon travail quand c'est comme ça. Et après, on peut discuter de la thématique. Moi, j'ai un exemple sur lequel on avait un jeu avec Charles Chevalier sur lequel, en fin de compte, on nous a proposé, ça a intéressé un éditeur, on nous a proposé de le rentrer dans une gamme. Sauf que pour ça, il fallait changer la thématique, ce que je fais régulièrement. Par exemple, Five Tribes, c'est un bon exemple. On est dans un univers mille et une nuits. Moi, mon prototype s'appelait Héliopolis. On était dans l'Égypte antique. Donc, oui, changer une thématique, c'est pas un problème. À partir du moment où moi, je suis capable de la défendre. Non, je dis pas que ça fait pas sens, mais moi, je peux y croire ou ne pas y croire. Et là, dans le cas dont je parle, etc., il fallait rentrer, mais vraiment au chausse-pied. Et moi, j'arrivais pas à raconter l'histoire. J'arrivais pas à croire à l'histoire que je racontais. Donc, à partir de là, j'ai préféré ne pas accepter le contrat et le faire avec quelqu'un d'autre sur une autre thématique. Parce qu'au premier degré, moi, quand je fais un jeu, j'en suis le premier représentant. Et donc, si je suis pas capable, moi, d'y croire, comment veux-tu que je communique la passion que j'ai pour ce que j'ai fait? C'est pas possible. Donc, je dis pas ce que l'éditeur nous a proposé, c'était mal. Je dis que moi, je n'ai pas réussi à y croire. On a enregistré, Théo, des choses par rapport au petit talk-view, justement, sur la gamme de jeux. Et je trouve que ce que tu donnais comme retour par rapport au format sur lequel ça a été discuté en interne, et comme disait, c'est un petit peu le précaré de l'éditeur, en tout cas pour certains, même si ça peut être discuté. T'es passé par le format canette, VHS et tout. Enfin, comment tu l'as vécu et de quelle façon tu te serais engagé à défendre ou pas trop défendre parce que tu n'y croyais pas? Je rejoins Bruno dans le sens où, pareil, je signe pas un jeu avec un éditeur que je connais pas et que j'apprécie pas, ou je sais que ça va pas marcher. Donc si jamais il y avait eu un format auquel je croyais pas du tout, j'aurais dit à Antoine, désolé, mais je pense que ton format, il va dans le mur, c'est une très mauvaise idée, ça va pas bien se passer. Donc à chaque fois qu'il nous a présenté les trucs, aussi parce que effectivement c'est un rapport de confiance, et donc l'idée c'est toujours de mettre un peu de donner son avis, sans arriver avec ses gros sabots et dire c'est vraiment nul ce que tu fais, parce que c'est l'éditeur qui le fait, quoi. Donc c'est un peu lui qui met les sous quand même. Hein. Et ça, il faut juste avoir un profond respect de ça. Et dans tous les cas, si j'ai choisi de bosser avec Antoine, c'est parce que je suis en confiance. Donc s'il me dit ça va être une gamme dans des VHS, même si typiquement c'était pas une idée qui me faisait vibrer de dingue, ok, je te fais confiance. Si toi tu penses que c'est bien, et je te suivrai quoi qu'il arrive. Et ça m'est jamais arrivé de me dire, et je pense que, j'espère, et je pense que ça m'arrivera pas, de me dire non, en fait, je vais pas défendre le jeu, justement parce que à la fois il y a un rapport de confiance de c'est cool ce qu'il a fait et je lui fais confiance s'il a pris toutes ces décisions, il ou elle d'ailleurs, c'est parce que c'était les bonnes décisions, et aussi parce que il y a un lien d'amitié ou de travail plus fort que dans la plupart des boulots, et jamais je me sentirais de dire moi j'aime pas trop ce qui s'est passé à la fin, parce que ça serait un peu trahir là Antoine et les Lumberjacks ou n'importe quel éditeur avec qui je peux bosser, et j'ai pas envie, quoi, parce que ça se passe bien avec des gens que j'ai choisis avec qui ça se passe. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est pour ça que si jamais on a ce doute, un doute profond, dans ce cas-là, il vaut mieux en amont ne dire j'y vais pas. Ouais. Et puis j'ai l'impression que c'est pas le format qui au final est la clé de la décision, dans le sens où ici on a un jeu donc avec Bruno et Bruno. Donc Bruno Catala, Bruno Feuti, et ici on a un jeu avec Théo Rivière et Romain Caterdian. Et là, si j'ai bien compris, vous avez travaillé tous les deux sur Marshmallow qui sortira en septembre
prochain, alors que ces deux-là viennent juste de sortir, donc on n'a pas forcément de retour, de vision. Non, mais là, on peut sur pas préempter si la gamme va être un succès ou pas. Voilà. Par contre, nous, on essaye ensemble, avec l'éditeur, avec l'illustrateur, etc., de se donner les meilleures chances pour tenter que ces jeux ne sortent pas dans l'anonymat le plus total. Et du coup, ça fait un effet de groupe. Mais du coup aussi, on est ici parce qu'on a envie de les défendre. Et on a envie de les défendre parce qu'on croit à la façon dont ça a été réalisé, etc., etc. Et très honnêtement, ça aurait été des cassettes VHS, j'aurais pas eu la même foi. Ah ouais. Ah non. Ah, ok. Et l'exemple de Marshmallow est bon aussi dans le sens où Bruno avait déjà bossé avec Bruno sur ce jeu-là, j'avais déjà bossé avec Romain sur ce jeu-là, donc on avait déjà un rapport avec Lumberjack. Et quand Antoine nous a proposé de se pencher sur le proto de Marshmallow, tous les deux on était... cool. Moi je fais ça avec lui, ça se passe bien. Moi je fais ça avec lui, ça se passe bien. Oui, c'est ça. Ça va bien se passer. Donc et là, c'est parti, c'est plus des relations d'amitié, puis de confiance, de professionnalo-amitié, parce qu'en fait, l'affect qu'on met dans ce qu'on fait est très fort. De toute façon, le seul truc qui est discutable et qui est des fois inquiétant sur les gammes, et là je suis rassuré, et c'est aussi sur ça qu'il y a un rapport de confiance, c'est si le troisième jeu que je trouve excellent, donc je le prends comme exemple parce que je le trouve excellent. Magic Rabbit, c'est qui? C'est Romaric Gallonnier et 3 co-autrices dont je ne maîtrise pas le prénom. C'est mal. Ouais, je suis désolé. Mais ils sont beaucoup. Ça m'aurait embêté si j'avais trouvé le jeu nul. Là, j'ai joué hier pour la première fois, j'avais eu le pitch, etc. Parce que on va quand même être comparé, on va être associé dans une gamme. J'allais y venir. Et donc, il y a ce rapport de confiance qui est important, parce que je sais que les Lumberjacks, a priori, ils choisissent bien leur jeu, et je vais pas jouer à Gold River, c'est le seul auquel j'ai pas encore joué, mais je suis plutôt en confiance sur le casting, en tout cas. Si le 5e qui sort, je le trouve vraiment horrible, ça va m'embêter. Mais je suis en confiance, donc il y a aussi ce côté-là de se dire, je choisis de m'inscrire dans une gamme en espérant et en pensant que l'éditeur va faire les bons choix à chaque fois. Et que ça sera tout bon pour la gamme. Et là, j'ai envie de dire, le 5e va vous étonner. Juste un petit mot de la fin, tu voulais intervenir un petit peu, Olivier? En fait, je suis entièrement d'accord avec qui vient Bruno d'être, et Théo, parce que il y a vraiment une histoire de feeling qui se passe avec l'éditeur et qui il est et son univers aussi. Et c'est vrai que moi, de mon côté aussi, au niveau illustration et créa, j'ai mon rôle, on va dire, de professionnel, de conseil, mais après, c'est lui qui tranche, quoi. Donc, bien sûr. moi, je vais dire, ok, je préfère telle gamme de couleurs, je propose des choses, je les défends, mais après, voilà, s'il me dit, moi, d'un point de vue de la gamme, je préfère ça pour telle raison, voilà, c'est lui qui tranche à la fin, et voilà. Superbe. Oui, je pense écoute, qu'on a un peu fait le tour. moi je crois qu'on a fait le tour. Ça montre quand même bien que dans ces jeux, il n'y a pas que des cartes, il n'y a pas que des illustrations, il n'y a pas que des mécaniques ludiques, il n'y a pas que des pions, il n'y a pas que des mythos. Il y a aussi toute une histoire humaine et un groupe humain qui est derrière. Mais en même temps, c'est sur ça que Trick Track s'est un peu basé, montrer qu'il y a des gens derrière toutes ces petites boîtes de jeux. Des gens et du cœur. Et du cœur, merci. Oh, c'est très beau. Et il y en a bien derrière. Des questions? Pas de questions? Alors, j'ai pas vu de questions. En revanche, on a un petit big up pour toi, Olivier, qui est beaucoup plus loin dans les commentaires. C'est vrai. Mais quelqu'un qui a vraiment salué ton travail et qui a dit que. Merci beaucoup, alors. Ça fait du bien, hein. Voilà. Ça fait du Non, bien, mais dis bonjour, maman. Merci de nous avoir suivis. Belle fin de journée à vous. Et quant à nous, on se retrouve bien plus tard. Oui, tout à fait. C'était Mathilde. C'était Guillaume. Salut. Bisous.